Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, normalement on introduirait un troisième membre émérite qui était en général notre partenaire spécial, notre invité spécial qui n'était plus tant spécial comme on disait parce qu'il était toujours là pour les stock picking. Malheureusement Thomas n'est pas présent pour l'épisode d'aujourd'hui, mais on vous fait, spoiler, un stock picking. On sait que c'est quelque chose qui lorsqu'on le fait périodiquement, là, intéresse beaucoup les abonnés. Un épisode qui nous plaît particulièrement aussi. Ça tombe également bien. C'est souvent un épisode qu'on fait dans une semaine qui se veut un peu plus tranquille. Je pense qu'on aurait pu parler avec les résultats de la première ronde. On aurait pu faire un petit topo 2.0 sur les élections présidentielles en Turquie. J'entends déjà la gronde de l'auditoire et je pense qu'on n'allait pas faire un deuxième segment là-dessus. Et sinon, globalement, en ce lundi 15 mai, les marchés ont été plutôt tranquilles. Rien de trop marquant la semaine passée. Donc, pourquoi ne pas faire un stock picking? Je pense que c'est toujours assez intéressant. On patauge un peu là-dedans. C'est couramment, on en parle souvent de stock comme ça, Gab et moi, à l'extérieur du podcast, mais on fait pas justement des épisodes à chaque semaine ou à chaque mois là, sur du stock picking. Donc, en espérant que vous allez l'apprécier, ça reste un épisode, encore une fois, qui est extrêmement axé sur des opinions. Donc, je le dis souvent, là, personnellement, les stocks que je choisis depuis toujours, là, ceux qui nous écoutent depuis longtemps, c'est pas notre premier rodéo qu'on fait de ce type-là. J'ai jamais été investi dans aucun des stocks que j'ai parlé. Donc, c'est un peu, fais un petit disclaimer avant toute chose, là, mais c'est pour vous donner une idée que c'est vraiment pour analyser quelque chose. En fait, et Gab, je te laisse la parole par la suite. Là, j'introduis probablement ton disclaimer beaucoup trop en détail. Tu sais, moi, je le vois vraiment comme étant une opportunité d'aller décortiquer un petit peu des stocks qui pourraient m'intéresser, que tu sais, dans des industries qui m'intéressent, mais il n'y a pas un moment que je vais faire un podcast puis aller faire un ordre d'achat sur ce stock-là du tout. Tu sais, je pense que c'est quelque chose, on l'a toujours dit, de faire ses recherches, s'intéresser au marché boursier, c'est toujours intéressant, c'est toujours pertinent en fait pour votre apprentissage. Et il ne faut pas hésiter, sans nécessairement mettre de l'argent dans les marchés, à faire des analyses comme on le fait aujourd'hui, comme on vous le partage. Je pense que c'est un exercice qui est hyper pertinent, sans nécessairement de finalité d'investissement concret. Donc, c'est un peu ma vision d'introduction. Je trouve ça toujours extrêmement important de le mentionner. Et Gab, ben, tu peux le faire de manière plus formelle et en boulet Ouais. du fond, comme tu le fais toujours. Non. Là, mais je pense que mon topo est important. Les épisodes de stock picking, je les prends toujours avec un grain de sel. Je pense que c'est important de le mentionner. Ouais, bah, puis t'as bien raison, effectivement, parce que vous le savez, évidemment, dans le contexte, évidemment, du podcast, pardon, évidemment, on parle effectivement en tant que juste amateur de finance, amateur, on va dire, d'investissement. Donc, évidemment, tout ce que l'on dit, évidemment, comme tu l'as bien dit, c'est que de l'opinion. C'est pas des recommandations officielles au sens de la loi. On vous invite évidemment à prendre contact avec un conseiller financier ou quiconque est autorisé à vous émettre des recommandations. Lui seul ou elle seule sera à mesure de déterminer avec vous si d'ailleurs c'est un placement qui est adéquat à votre profil d'investisseur et si ça représente une opportunité intéressante évidemment dans votre contexte à vous. Puis comme tu l'as dit, très bien dit JP, vraiment de se renseigner, je pense que c'est la clé dans les marchés financiers, puis s'intéresser évidemment à ce qu'on achète. C'est pas un loto, les marchés financiers, c'est une game d'investissement, c'est du long terme. Donc évidemment, il faut bien prendre tout en considération avant de mettre de l'argent évidemment à la bourse parce qu'il y a quand même des risques qui on n'est évidemment pas responsable évidemment de ces risques-là. Moi par contre, je vais faire un disclaimer par contre contraire, c'est que les trois stocks que vais vous présenter aujourd'hui, moi je les ai dans mon portefeuille. Donc comme vous le savez, évidemment, on est obligé évidemment de dévoiler s'il y a un potentiel conflit d'intérêts. Et c'est important évidemment d'être transparent là-dessus. Donc moi je préfère vous l'indiquer, j'ai les trois dans mon portefeuille. Alors évidemment, le but n'est pas de pumper le stock, n'est pas de dire waouh, c'est de la bonne, etc. Soyez encore une fois, prenez des décisions rationnelles, puis vérifiez évidemment si c'est adéquat évidemment à votre profil d'investisseur. JP, je pense qu'on peut lancer le jingle en bonne et due forme. Absolument. Donc, on va le faire une seule fois pour l'épisode d'aujourd'hui, mais ça va être un au son de la cloche comme on le fait par la tendance normale des stock picking. Parfait. Donc de mon côté, j'en ai deux. Comme toujours, là, on a fait la préparation en off, mais de manière indépendante. Là, donc, je ne connais pas les trois titres pardon, que Gab veut parler et il ne connaît pas les deux miens. Étant donné que tu en as un de plus, je vais peut-être te laisser, Gab, commencer Ouais, et puis avec ton premier.
Ouais, et le but va être peut-être que tu vas essayer de deviner à chaque fois, un peu en mode devinette. Là, je trouve ça assez rigolo, là, à chaque fois quand je fais ça. Alors, le premier stock que j'ai décidé de choisir, alors tu verras, je suis pas très original, hein, je change pas de mes opinions régulières, mais j'ai essayé de prendre trois stocks que je n'ai jamais parlé, évidemment, dans le podcast, pour pas me répéter. Euh, alors, c'est une compagnie qui a été fondée à Philadelphie. Ça date quand même de 1869. Et il y a une portion aussi des activités qui est originaire de la ville de Pittsburgh. Je veux parler bien sûr de... Là, j'attendais une réponse, je suis déçu, là, on dirait que vous voyez pas. Eh ben, il s'agit de Kraft Heinz. Wouhou! Donc, la compagnie, vous le savez, évidemment, spécialisée dans deux types de produits, soit le ketchup, soit, évidemment, le Philadelphia, donc le fameux fromage à la crème qu'on connaît, évidemment, en Amérique du Nord. Je ne sais pas ce que t'en penses, JP. J'ai peu d'opinions. J'ai peu d'opinions. Alors, je vais te le dire pourquoi, en fait, j'ai décidé d'y aller, évidemment, sur Kraft En Heinz. fait, en Bon, fait, j'ai une opinion, ça me rappelle souvent quand Thomas était là et que tu nous sortais les banques et les trucs de même, là, c'est une compagnie qui fonctionne. C'est l'essentiel, c'est ça. Mais ça c'est fonctionne. ça. C'est pour ça que je l'ai pris, en fait. Exactement pour ça. On est dans un contexte tellement particulier. On ne sait pas dans quelle direction s'en va l'économie. On voit beaucoup encore de l'inflation persistante. On voit, comment dire, énormément de contraintes géopolitiques. Et on voit vraiment c'est un horizon macroéconomique qui est quand même pessimiste. Et je me dis, dans ce genre de contexte, bah, tu as envie d'aller vers du fondamental, en fait. Tu as Non, besoin non, mais d'aller vers en des fait, trucs. c'est la stratégie de placement de, ben écoute, le pain se vend bien, qu'est-ce que tu fais avec un Ben, bagel? Tu mets du fromage à la crème. et ben voilà. Et Ça me ça, rappelle c'était. la théorie du poulet un peu de Ben tes amis exactement. d'université, exactement. Là, tout le monde va manger du poulet, pourquoi pas Qui acheter n'aime pas du McDo? euh, qui n'aime pas le ketchup, quelque part. C'est un peu ça. Donc non, en effet, en plus, bon, alors, au-delà d'être une compagnie, enfin, bon, les produits, vous les connaissez tous, je pense que j'ai pas besoin de les décrire, mais évidemment, le segment Heinz, évidemment, c'est le ketchup, moutarde, etc., donc plus des sauces. Le Savenon Kraft, d'ailleurs, les deux compagnies, en fait, en réalité, ont fusionné en 2015, puisqu'il y a eu comme un espèce de plan, vous savez, avec Kraft, qui avait fusionné avec Heinz, mais qui avait vendu tous les biscuits à Mondelez International, qui est devenu toutes les activités de Cadbury, par exemple, ou des sucreries ont été revendues à cette filiale-là. Oreo aussi. Oreo qui fait partie, je crois, de Christie's, je crois, et l'autre c'est, je me souviens plus comment ça s'appelle, là, le truc Nabisco, c'est ça. Nabisco, donc les délicieux biscuits au chocolat et au lait. Et ce que je trouvais intéressant, c'est ça, dans cette compagnie, c'est ça. C'est vraiment le côté cœur, fondamental, c'est stable. Tu mets ton argent dans quelque chose, dans quelque part, une compagnie qui va générer un espèce de rendement et va potentiellement, je remets des astérix, générer un rendement très stable. En fait, c'est ça que tu vas aller chercher. C'est un bêta évidemment très faible. Là, tu sais, si on utilise les outils, on va dire plus d'analyse fondamentale, un bêta de 0,70, entre 0,65 et 0,70. Donc Certains diraient même que je pense que c'est du single digit return parce qu'ils vendent juste des singles de craft, là, donc je pense pas que tu t'en vas dans du double digit c'est parce que bon. c'est vraiment juste du singles, là. Et c'est une industrie, je pense aussi, qui a quand même un certain bon pricing power, hein, parce qu'on sait qu'en ce moment, on est dans des tendances où aujourd'hui le discrétionnaire va devenir de plus en plus compliqué avec le contexte économique et avec le ralentissement de la croissance. Bah, tu as besoin d'avoir des trucs qui sont très fondamentaux, tu vois. Tu l'as dit, bon, alors leurs produits en plus sont très décorrélés du marché, hein. Bon, alors évidemment pour nous, Européens, enfin, je parle en tant qu'Européens, les Kraft Singles, donc qui sont les fameux plaquettes de fromage que tu achètes qui sont emballées dans du plastique qui servent en fait à faire les burgers, en fait, essentiellement. Et Et qu'on peut ben, se douter à savoir est-ce que le plastique qui recouvre n'est pas plus le fromage que le fromage lui-même? bah, Parce que c'est j'avoue ça, que ça, c'est c'est le ça. doute. Bon, tu te doutes, la qualité du produit, je suis pas là, tu sais, c'est pas non plus du Michelin, c'est pas non plus un 5 étoiles Michelin, là, ouais. On va être très franc. Mais c'est des produits qui continuent à se vendre, on va dire, très bien, tu vois, le fameux cream cheese, bah, il continue à se vendre très très bien. Peut-être c'est une compagnie qui, en effet, en termes de revenus, va pas générer une croissance formidable, parce que d'ailleurs, leur revenu est resté très stable en fait depuis 2018, il reste aux alentours des 27 milliards de dollars par année fiscale.
Et tu vois, même cette année, ça reste très stable, tu vois. En fait, en croissance nette, c'est même négatif. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette compagnie-là, après avoir vécu en fait une fusion-acquisition un peu plus compliquée, ils ont connu quelques temps un peu plus compliqués, et ben c'est là ils se retrouvent en fait à réellement pouvoir exécuter leur synergie que maintenant, si tu veux, avec des consolidations de marque, d'être capable aussi d'optimiser les coûts dans la chaîne de production. Ce genre de synergie, ça prend mais beaucoup de temps, si tu veux, après une acquisition à se réaliser. Et je pense que c'est maintenant que ça se réalise. Et puis en termes d'évaluation, si on retourne, on va dire purement sur le contexte de pourquoi pour moi je trouve que c'est une opportunité intéressante, encore une fois avec les pincettes habituelles comme vous connaissez, et ben c'est qu'en termes de prix par action, c'est quasiment en fait divisé par deux par rapport au prix le plus élevé, puisque au plus élevé on datait de 2017, donc après la transaction, et ben c'était à peu près à 90 dollars par action, on est à plus que 40 aujourd'hui. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant. Puis si on retourne plus en termes d'évaluation avec les multiples, parce que tu sais, tu veux savoir combien t'achètes, à quelle valeur t'achètes, bah, les multiples, ils sont historiquement très bas, puisqu'on est à peu près à 9 fois l'EBITDA, l'évaluation, la valeur d'entreprise est à peu près 9 fois l'EBITDA, ce qui est historiquement très très bas pour les entreprises de ce secteur-là, même si c'est un secteur qui a peu de croissance, eh ben, c'est une croissance pas chère, si tu veux. Je pense que c'est là où c'est un stock, on va dire, un peu grand-père confortable, tu vois, et qui va aller te chercher un rendement, comment dire, évidemment pas fantastique, là, mais intéressant pour aller juste investir ton spare cash. Et voilà pourquoi moi, personnellement, j'ai foutu quelques sous, on va dire, on parle de à peu près 500 balles dans Kraft Heinz. Non, puis je peux clasher, là, du stock picking de clasher, mais Classique. c'est vrai que dans une période inflationniste, dans une période où la récession est à nos portes, des produits bas de gamme qui sont bon marché, qui sont achetables à peu près n'importe où avec peu importe le budget, peu importe l'investissement qu'on veut faire, c'est vrai que c'est pas mauvais en tant que consommateur. C'est une période qui est relativement porteuse pour une compagnie comme Kraft. Je le vois moins lorsque le contexte est un petit peu plus expansionniste au niveau du contexte économique. Je pense que c'est là où cette compagnie-là, où les revenus discrétionnaires sont plus élevés, la consommation également va mieux que ce que c'est le cas présentement dans les prochains mois. C'est là où je crois peut-être un petit peu moins à Kraft en tant que tel. Mais pas fou comme compagnie, là. Non, ouais, exact. Mais pour le moment, je pars petit pour aller de plus en plus vers des trucs intéressants. Puis autres points très intéressants, puis après je te laisse continuer, JP. Euh, un dividende intéressant, à peu près 4%. Bon, c'est pas folichon, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même dans le top quartile, on va dire, au niveau du S&P 500 en termes de taux de dividende. Et autre point, c'est oublions pas que le plus gros actionnaire, c'est Berkshire Hathaway, puisque Berkshire Hathaway, je crois, a à peu près 25%. D'ailleurs, j'avais regardé avant de commencer l'enregistrement, là. C'est la deuxième plus gros stake, en fait, de Berkshire en pourcentage. Je crois qu'ils ont seulement une autre action où ils ont plus de 25%. Et dans le reste, c'est American Express, je crois qu'ils ont 20%. Donc, tu vois, c'est un des plus grosses stakes concentrées bêtes en fait de Berkshire. Donc je me dis, si Warren le dit, il y a de fortes chances qu'il ait probablement raison, tu vois. Je pense à un autre argument plus qualitatif qui vient supporter mon opinion sur ce stock-là. C'est un ajout intéressant que tu te réfères à Buffett parce que mon premier titre est également axé sur Buffett. En fait, pour faire une petite introduction rapide, je ne suis pas du tout dans la paix d'esprit de manger des bagels et pas de contexte géopolitique particulier. Moi, j'y vais all-in. J'y vais parlons de compagnies qui sont intéressantes, mais qui effectivement peuvent faire un peu du yo-yo, dépendamment de ce qui se produit. En termes de possibles attaques amphibies, on voit où est-ce que je m'en vais un peu. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, compagnie qui est assez intéressante parce que, et on a clashé énormément les semi-conducteurs l'année passée et même l'année d'avant, là, avec tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement. On voyait qu'il y avait des gaps, l'offre n'était pas là, c'était un peu compliqué. Là, on n'en parle plus, là. C'est de retour, on peut le dire franchement. Les revenus de TSMC, TSM officiellement le taker du stock, là, ont pris un jump d'à peu près 43%, les earnings 78%. On parle d'une compagnie, tu l'as mentionné, qui offre tu parlais de dividende. Le dividende est 2 fois moins là, que Kraft, mais on parle quand même d'un dividende de 2,1% pour une compagnie qui fait dans le monde des techs. Et
moi, je le vois beaucoup avec le contexte. Bon, ça allait très mal dans les années passées ou dans l'année passée ou l'autre année d'avant avec la chaîne d'approvisionnement. C'est pas encore une fois de retour à la normale, donc je vois un peu de potentiel pour continuer à avoir de la croissance des business. On s'entend que c'est le plus gros joueur avec d'autres joueurs plus au niveau de la Chine. Et ce qu'on connaît, c'est là où le côté géopolitique vient entrer en ligne de compte, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies américaines et avec cette espèce de protection-là des renseignements technologique, entre guillemets. Là, je sais que Biden avait lancé quelque chose qui faisait en sorte que de faire affaire avec des compagnies chinoises devenait presque illégal par risque justement d'espionnage industriel là, pour des compagnies qui ont besoin de chips. Donc, TSMC, c'est le meilleur ami des compagnies américaines et c'est les États-Unis sont encore à ce jour, et oui, la Chine a pris énormément d'emphase, mais le nombre de joueurs dans le domaine privé qui ont besoin de chips sur une base et une quantité énorme et qui vont devoir se référer à TSMC, ça n'arrête pas. Apple a transité beaucoup des chips qu'ils utilisaient de compagnies chinoises pour les reprendre vers TSMC. Ça restait déjà un de leurs principaux fournisseurs. Mais il y a beaucoup de potentiel et avec justement cette espèce de ce protectionnisme technologique et ces restrictions politiques qui sont mises en place aux États-Unis, je vois TSMC comme étant une solution assez clé pour tout ce qui va se faire aux États-Unis pour un 5 ans et même un 10 ans. Là, on s'entend que je ne vois pas cette relation-là et cet espionnage industriel-là de la Chine envers les États-Unis devenir moins important. Donc TSMC ne va pas mal. C'est une compagnie qui performe bien. C'est une compagnie qui a des bons retours. Là. C'est certain que je pense depuis le début 2000, depuis le début de l'année, on parle d'à peu près 14%. Donc, ça va bien. Là. C'est pas un titre qui a perdu de manière énorme et qu'il y a des gains rapides à faire. Par contre, je vois le potentiel. Je vois, encore une fois, les transitions qui se passent au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui vont drastiquement aider le retour à la normale au niveau des chips et le développement de ce potentiel-là. Et comme j'ai dit, le fait que la relation Taïwan et États-Unis en termes de besoins des relations industrielles ne va que continuer de s'amplifier au fur et à mesure que des alternatives aux industries des semi-conducteurs justement chinoises vont être délaissées par les grandes corporations américaines. Donc je vois du potentiel. Encore une fois, et je fais l'avocat du diable, Thomas serait là et dirait c'est un peu comme Gab qui mentionnait toujours là, JP Morgan Chase ou n'importe quelle banque, c'est un peu ça. C'est des compagnies qui performent bien, qui ont des bons résultats et que oui, ils performent à ce point bien que si tu mets de l'argent aujourd'hui, ça se peut très bien que tu perdes 1% d'ici 2 mois ou knows parce que ça va relativement bien. Il n'y a pas nécessairement d'ouverture liée à des fusions-acquisitions qui pourraient redéfinir complètement la compagnie. Mais je vois quand même du potentiel. Encore une fois, je vois de la plus-value qui existe encore dans le monde des semi-conducteurs très clairement. Et c'est une industrie également qui a toujours des besoins supplémentaires. Les chips sont de plus en plus petites. Euh, Ça prend justement des compagnies qui ont de l'expertise et SMC c'est probablement celle qui a le plus d'expertise et qui est capable d'avoir des ponts de transition assez évidents avec la majorité de l'Occident, surtout les États-Unis. Là. Donc, c'est de là que je le sors. Encore une fois, ce n'est pas un growth stock, là, c'est du value, ça c'est très clair. Mais j'aime bien les compagnies dans le monde des techs et, encore une fois, là, un petit côté géopolitique et chaîne d'approvisionnement que je trouve quand même assez intéressant. Ça clashait, ça ne clash plus autant côté chaîne d'approvisionnement. Ça clash beaucoup côté géopolitique. Peut-être profitons-en pour essayer de se positionner avec des compagnies de ce genre-là. Ouais, bah, juste pour supporter ta thèse, que je trouve intéressante, qui est en fait une espèce de thèse macro, hein, si je vois là-dessus, c'est de dire, bon, c'est une espèce de thèse de global macro, là, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans le podcast, tu sais, c'était quoi l'investissement global macro, là, puis avec des bets, on va dire, beaucoup plus régionaux, etc. En gros, ton bet, c'est un bet sur Taïwan, quoi, en fait, si on écoute. En Absolument. fait, je pense que ce qui est intéressant en termes de décortiquage de rendement, pardon, de l'expression un peu plus complexe, c'est qu'en effet, en termes d'éval, c'est un stock qui est pas cher. Il faut être honnête, hein, il est moins cher que Kraft Heinz. Hein. Tu vois, en termes de multiples, tu te dis que c'est un stock à 7 fois le BAYA. Mais j'ai l'impression que cette dévaluation, elle est basée, je pense, aussi sur deux sources, on va dire, d'appréciation. Hein. C'est le premier, je pense, c'est un espèce de risque, en fait, risque géopolitique, qui est capturé, je pense, par le coût du capital, qui fait qu'aujourd'hui, tu demandes un rendement un peu plus élevé pour le fait d'investir à Taïwan, par le fait même que, malgré que ce soit une économie stable, eh ben, ça demeure, on va dire, une économie aussi qui est soumise à une certaine pression géopolitique avec ce qu'on a vu avec les rivalités à travers le détroit de Formose, donc
avec Pékin contre Pékin. Donc je pense qu'il y a il y a un risque géopolitique qui est capturé. Cette escompte, on va dire, d'évaluation, elle peut être justifiée effectivement par ce contexte, on va dire, géopolitique un peu plus complexe dans la région. En revanche, c'est vrai que tu l'as dit en termes technologiques, je pense que c'est les plus avancés parce que tu mentionnais les tailles des semi-conducteurs. En fait, c'est les premiers à être capables de manufacturer du 3 nanomètres, pardon, millimètres, ce serait un peu On est de finalement. retour dans les années 60. C'est ça en fait, mon appartement, c'est un ordinateur en fait. Donc non, c'est un nanomètre, des transistors, donc les semi-conducteurs. Et oui, oui, là-dessus, je plus sois. Donc je pense que ça, en effet, par contre, c'est clair que ça va être un peu plus risqué, évidemment, qu'évidemment le fromage, le Kraft Dinner. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, hein. D'ailleurs, c'est dommage, mais bon, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de balancer un stock beaucoup plus value qu'un stock croissance, là, pour le coup. Là. Les deux se valent. Est-ce que tu veux qu'on passe à mon Allez. prochain stock? Alors, deuxième devinette. Habituellement, quand tu rentres dans cette entreprise-là, tu es reçu sur un canapé vert. Je parle de... Si tu tombes encore dans le banking, genre, je Ben suis oui, triste. la Je suis banque TD, triste. oui monsieur, oui Je suis monsieur. triste. Je suis. La banque TD, bon alors la banque TD, pas besoin de la décrire. Peut-être pour nos compatriotes européens, peut-être qu'ils la connaissent pas, donc la banque TD ou Toronto Dominion, qui était issue d'ailleurs de la fusion de la banque de Toronto et la banque Dominion du Canada. Et ben cette dernière, je pense, est le On est dans stock quelle bank. ville d'ailleurs? Et ben elle a été fondée, je vais te surprendre, ce serait pas à Toronto par Je pense que c'est à hasard? Toronto. Je pense que c'est à Ouais. Toronto. Mais alors que la banque de... D'ailleurs, ironie, peut-être petite blague, mais la Certes, banque ça de c'est. Montréal a son siège social à Montréal légal, son adresse postale à Montréal, mais basée à Toronto. Donc comme quoi des fois c'est un peu, c'est un peu mêlant là. Mais la banque de Toronto Dominion est vraiment basée à Toronto là. On va pas faire de blagues trop là-dessus. Je pense que c'est un stock, on va dire, qui a été pas mal. Et ça, je pense que la thèse d'investissement principale de ce stock-là, et ben c'est une thèse beaucoup plus technique. Là, alors ça va faire rire les gens. Ah Gab, ça y est, tu te mets à l'analyse technique. Ben, j'ai l'impression que c'est un stock qui a été vraiment percuté, on va dire, par les différentes affaires SVB, Crédit Suisse, etc. Et à mon avis, c'est une surréaction du marché qu'est-ce qui se passe, on va me dire, ah oui, Gabriel, t'es seul contre tous, seul contre le marché au complet. Mais je pense que le marché se trompe un petit peu, on va dire là-dessus, sur le risque que subit en fait la banque TD. Puis je suis allé un peu plus en détail là-dessus, pour savoir là-dessus. Donc, pour rappel, le all-time high de ce stock-là, c'est en février, enfin le all-time high de l'année fiscale, hein, de l'année 2023. Et ben, c'est au mois de février, puis le stock il valait 93 dollars par action. Et le all-time high tout court, c'était 107 dollars par action, c'était en janvier 2022. Et ben, c'était à peu près à 100 dollars par action. Et aujourd'hui, pour vous donner un peu un état des choses, c'est à peu près à 81 dollars par action. Et mon petit avis me dit que je pense que cet écart de valeur de 90 à 81 bah, peut être capturé par le fait qu'il y ait une espèce d'inquiétude sur les banques régionales américaines. On l'avait dit, SVB, etc. Les autres, dont j'ai perdu le nom, là, l'autre banque de San Francisco, on a fait un épisode là-dessus, mais tu vois, j'ai Il y avait complètement... First Republic puis La Signature First aussi. Republic, c'est ça, la signature et la First Republic. J'ai l'impression qu'il y a eu une telle crainte, si tu veux, du secteur bancaire ces dernières semaines que on essaie de se divestir complètement de ces actifs-là. Alors que pour moi, TD est vraiment une banque très très safe. Et puis je suis allé un peu plus en détail, et là, c'est là où peut-être je vais attirer ton oreille, JP. Mais je suis allé regarder les ratios de capitalisation pour savoir est-ce que réellement la banque TD est à risque. Et selon le commentaire trimestriel, on va dire, de la banque, eh ben, le ratio de capitalisation qui est utilisé, qui pour rappel doit être aux alentours des 4,5%, eh ben, et tombe pour la banque TD à, au roulement de tambour, 15,5%. Donc pour te dire que même la banque TD est surcapitalisée, même elle est même pas assez à risque en fait quelque part. Et donc mon bet est de me dire, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver avec l'augmentation des taux d'intérêt. On sait qu'évidemment freine la croissance évidemment des prêts.
Mais j'ai l'impression que la banque TD, en fait, a continué à avoir une croissance très importante de ses prêts, notamment au niveau des prêts commerciaux que les balances ont monté de 14% sur une année. Et les prêts, comment dire, aux États-Unis personnels ont monté de 11% sur une année. Alors que de l'autre côté, les dépôts, étrangement, eux, ont baissé. Donc, pour te dire qu'en fait, maintenant, les gens empruntent plus, alors que on a un contexte évidemment avec des taux très élevés qui font que évidemment ça freine l'expansion du crédit en Amérique du Nord. Et pourtant, la banque TD continue. Alors ça peut être de plusieurs facteurs, tu sais, ça peut être un facteur fusion-acquisition, ça peut être un facteur C'est euh, ça- exactement ça que j'allais dire. C'est organique ou par acquisition. Donc tu sais, c'est pas de la vraie croissance, la croissance par acquisition parce que tu l'as acheté quelque part. Mais c'est ça, c'est comme ça que je le vois, mais je pense que c'est intéressant de voir cette banque-là parce que, encore une fois, il y a une petite opportunité. Je te promets pas des rendements et j'en promets jamais. Je ne conseille pas, vous le savez, dans le podcast, où je ne suggère pas tu sais, une action d'investissement pour beaucoup d'argent, mais je pense que c'est intéressant d'aller chercher ce 10 piastres-là qui me paraît parce que intéressant. moi, tu vois, le point que j'ai pour t'aider, c'est ce n'est la performance un peu plus douteuse dernièrement là, ne découle pas, à mon avis, d'une crainte liée à TD un peu similaire à ce qui se passait au niveau des banques régionales américaines, mais plus de la stratégie euh, d'expansion américaine de TD. TD fait d'énormes pas en termes de croissance au niveau du marché américain. C'est significatif ce qu'ils font. Ils se positionnent au fur et à mesure justement de l'acquisition de nouvelles banques. Dans l'échiquier, ils n'arrêtent pas de monter, là. C'est une banque étrangère canadienne, on rappelle, là, à la base, qui prend énormément de place aux États-Unis. Et ce qui s'est produit dans les dernières semaines, entre autres, c'était qu'une banque pour laquelle ils avaient fait une offre d'achat qui avait été acceptée, au final, c'était une regional bank. Et cette regional bank-là ne valait à peu près plus rien, était mis un peu sur la sellette. Et littéralement, TD et cette banque-là ont rompu le contrat complètement de fusion-acquisition. Donc, ça me rappelle un peu le cas qu'on avait vu dans le passé avec, et on salue nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, là, avec Carrefour et Couche-Tard. C'est un peu le même contexte. TD fait des mouvements extrêmement agressifs en termes de fusion-acquisition. Ils ont eu un miss dans les dernières semaines qui a eu un impact à la fois sur le titre de la compagnie régionale, de la banque régionale américaine qu'ils tentaient d'acquérir, mais également envers TD parce que c'est jamais très très bon forcément, sauf quand la valorisation n'est vraiment plus là, mais c'est pas nécessairement bon lorsqu'un deal tombe. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi et c'est un peu ça la problématique que je vois. Je pense que il y a deux points que je vois. Il y a ça, les failed acquisitions liées à des regional banks qui sont en train de planter ou qui ont vraiment perdu beaucoup de valorisation, de capitalisation au niveau des États-Unis. Mais je vois également le fait que le gouvernement américain n'aime pas la tentative de prise de croissance par fusion-acquisition de TD. Et c'est là où j'ai lu également le fait que certaines restrictions pourraient possiblement être mises en place dans le but de limiter la capacité des banques étrangères à faire des fusions-acquisitions au niveau des États-Unis, parce qu'on sait que les banques régionales, ce qui se produit présentement, on le voit avec JPM qui en a acquis une et même deux, je pense, je ne sais même plus, ça n'arrête plus. Mais la valorisation baisse tellement qu'il va y avoir des opportunités d'aller chercher des assets bon marché au niveau du marché américain et dans le marché bancaire. Et le gouvernement n'aime pas ça. Donc, c'est ça qui m'effraie un petit peu, c'est que je pense que TD subit un peu le fait qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel de fusion-acquisition qui va se développer dans le type de banque typique que TD aime acquérir. Par contre, le gouvernement américain ne va pas vouloir que des banques européennes, des banques canadiennes viennent vraiment prendre les parts de marché de manière significative au niveau des États-Unis par l'acquisition de plusieurs dizaines de banques qui vont être possiblement mises à mal au niveau des banques régionales américaines. Donc, je pense que c'est un petit peu ce volet-là, c'est le doute des investisseurs et c'est mon doute à moi-même relativement à TD, c'est ça fonctionne bien leur truc depuis des années. Par contre, maintenant, je pense qu'ils ont peut-être atteint la limite où là, ils ne vont pas pouvoir continuer de croître au même rythme qu'ils le désirent. Et les deals qu'ils voulaient mettre en place de fusion-acquisition vont possiblement être, à un certain point, restreints ou avoir des restrictions au niveau du gouvernement américain. Donc, compagnie très intéressante. La compagnie qui, encore une fois, a surperformé beaucoup, compagnie qui a beaucoup purgé le gap avec la RBC, la Royal Bank of Canada, qui était la banque numéro un. Très belle démarche. Par contre, je pense qu'ils peuvent avoir un petit peu d'eau dans leur vin à cause du gouvernement américain et à cause de justement cette quantité d'assets-là significatifs qui vont être mis sur le marché, là, justement, avec la suite possiblement de la crise des banques régionales au niveau des États-Unis, qui n'affecte pas du tout, comme on l'a dit, le marché canadien de la même manière, ni le marché européen de la même manière. Mais clairement que le contexte américain va mettre beaucoup de beaux potentiels, mais le Trésor, etc., vont probablement vouloir dire, OK, ben, on va essayer, pas le Trésor, mais le FDIC va vouloir
transférer ça à des banques américaines. Ils vont vouloir limiter le fait que des banques étrangères fassent l'acquisition. Et là, TD, je pense que c'est pas nécessairement bon pour Et leur euh, faire et l'acquisition. Là. et t'as raison, c'est vrai que c'est un cons, hein, cons en anglais, un point négatif, là, je le fais plus rapidement. Euh, je C'est pense un que si, c'est un si, il y a rien qui est béton. Ça se peut que ça ne se fasse même pas et qu'au final, TD ramasse 3 banques régionales dans la prochaine année et demie. Et là, le stock pourrait faire boom et aller vraiment très haut. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ou- un gros si, mais il y a quand même eu quelques red lights qui ont été mis en place par le gouvernement et par la FDIC. Là. non, et puis c'est ça, et peut-être, c'est vrai que l'autre cons, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est vrai qu'ils ont peu de présence à l'international par rapport aux autres banques canadiennes, qu'on sait qu'ils ont de l'appétit pour l'étranger. On sait que par exemple la Scotia, par exemple, a une très grosse présence en Amérique latine et Caraïbes. On sait aussi que la Banque Royale, là, par contre, a des activités à travers le monde, notamment aux États-Unis aussi, la Banque de Montréal aussi. Et la banque TD, ah bah, à part leur banking au nord-est des États-Unis et leur brokerage, qui pour le coup est un des plus gros aux États-Unis, TD Ameritrade, eh ben ils ont pas grand-chose en fait. C'est peut-être le point, on va dire, de bascule, le point négatif, on va dire, du stock, c'est que c'est vrai qu'ils sont un peu limités dans leur croissance, qui rend en fait le multiple peut-être un peu plus bas que les comparables. Mais en revanche, je pense que c'est en termes de gestion, etc., je pense que c'est ce qui se fait de mieux en termes, là, ça va être plus mon argument management. Je pense qu'en termes management, c'est peut-être une des banques les mieux gérées d'Amérique du Nord. Et j'aime bien le logo aussi. C'est l'argument de merde. Mais oui, c'est ça. Le mec vit à Montréal, aime une banque de Toronto, littéralement. Bah, Ça, en tant que fan de sport, littéralement, tu tu t'es sais, renié pour une semaine de mon côté. Hein. C'est bah, terminé. On ferme dans le tous les cas, podcast et on. dans tous les cas, ils ont été éliminés. Donc tu dois être Absolument, content. absolument, C'est pour ceux qui absolument. suivent, pour la référence, note des lecteurs, c'est parce que l'équipe de Toronto s'est fait éliminer au hockey. Au hockey, Donc et maintenant. également, on rappelle, Gab et moi étions au match du CF Montréal versus le Toronto FC, qui est une des plus Ils ont grandes perdu rivalités nord-américaines au football. Et Montréal a gagné 2 matchs de suite en championnat canadien et en MLS. Donc, je suis au 7e ciel présentement. Bref, parenthèse solide, mais sache, Gab, que ton appréciation de Toronto Dominion, ça ne passe pas de ce côté-ci de la discussion. Pour des fins sportives et non pour des fins, c'est un titre intéressant, je l'ai dit. J'espère que leur Je- stratégie d'acquisition va fonctionner et que le gouvernement ne va pas mettre de l'eau dans leur vin. Alors Bref. maintenant, je vais essayer de guesser ton prochain stock. Allez, c'est parti. En fait, je vais même pas je vais même pas, je vais aller direct. Tu vas être surpris. Tu vas être extrêmement surpris. Euh, je- Même moi, je me suis surpris à lire là-dessus et essayer de découvrir, mais en allant plus deep là-dessus, j'ai vraiment trouvé une certaine admiration pour cette compagnie-là. Et je parle d'Uber Technologies. Plusieurs raisons m'amènent à parler de Uber. La raison première est que ils ont été en mesure de diversifier leur segment d'opération de manière fascinante dans les dernières années et on s'en est même pas rendu compte, mais c'est rendu un must, que ce soit dans le transport par taxi, le volet mobility, le volet delivery. Étant quelqu'un qui n'est pas né à Montréal, on s'en va en région et on s'entend, là, la majorité des restaurants vont passer par un listing sur Uber pour leur livraison, c'est presque sine qua non. Et Uber Freight, est également absolument fascinant en termes de développement. C'est quelque chose que je n'avais même pas presque connaissance que c'est en place, mais ça fonctionne super bien. Et ce que j'aime, c'est les industries qu'ils développent, les segments qu'ils développent, soit ils sont les numéros 1 ou bien ils sont capables de clasher les numéros 2 de manière assez épouvantable. On l'a vu avec Lyft. Lyft était supposé être éternellement un compétiteur direct de Uber. On n'en parle presque même plus aux États-Unis. Delivery, on n'a pas de comparable présentement, à mon avis. C'est pas les. Et là, j'utilise le terme français, là, c'est pas les livraisons par Bicloun qui fonctionnent très très bien par rapport à du Uber et dans une bonne vieille voiture. Là. Et Freight, c'est la même chose. Donc, la capacité de faire aussi un domaine de transport tu sais, de courrier plus important, si on peut dire. Là. Je pense que c'est assez fascinant. Donc, j'aime la compagnie. Encore une fois, dans la même logique que tout à l'heure, je ne pense pas que c'est nécessairement le titre le plus révolutionnaire. Je sais également toute la logique derrière la complexité du modèle d'affaires de Uber, qui est une excellente technologie, mais qui reste fondée sur. Tu sais, on en parlait à l'époque avec les taxis, là, qui était déjà un beau bordel entre l'industrie du taxi même, avec les permis, versus le fait que je pourrais très bien juste me connecter sur l'application et commencer à faire des courses par moi-même. Il y a un peu ce volet-là, on sait que ça va toujours être compliqué, on sait que le volet ressources humaines et employés, entre guillemets, va toujours être compliqué pour cette compagnie-là. Ça va toujours amener des débats.
Par contre, je vois cette compagnie-là vraiment s'implémenter et s'installer en fait comme étant non seulement une compagnie de technologie, mais un must globalement dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Euh, je donne un exemple, puis c'est un peu là des théories plus qualitatives, là, mais lorsque j'ai fait mon dernier séjour et mon dernier voyage où j'étais en Floride, je me suis tapé Fort Lauderdale, Miami, qui est à peu près un 45 minutes, 1 heure de route. Ça a pris à peu près 2 heures et ça m'a coûté à peu près le tarif qui était appliqué lorsque j'ai cliqué prendre la course au moment où je l'ai fait. La tarification est absolument fascinante. Le fait de. Tu sais, j'aurais pas fait ça, j'aurais pris un des bons vieux taxis et ça m'aurait coûté à peu près 3 fois plus cher. Donc, il y a un côté au niveau de la tarification qui fonctionne bien. On parle beaucoup moins des problématiques liées justement aux employés et liées justement aux lois du travail dans les différents pays. Et c'est quelque chose qui se développe. Comme je dis, le volet mobility, ça atteint sa limite à mon avis, là. Mais le volet delivery, il y a beaucoup de potentiel. Et le volet freight, à mon avis, c'est fascinant ce qui peut être fait. Si on peut commencer également à développer et voir un petit peu plus loin dans ce segment-là d'Uber. Donc, je pense que c'est une plateforme qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Le pire en termes de développement de cette technologie-là est l'implémentation du modèle dans la société de tous les jours et derrière la compagnie également, à mon avis. Et je pense que leur capacité, surtout durant la pandémie, à mettre en place Delivery et à l'implémenter comme étant quelque chose de vraiment solide et de récurrent et freight de voir où est-ce que ça peut aller dans les prochaines années, prochains mois également, je vois ça comme étant une compagnie assez intéressante. Encore une fois, une compagnie qui vaut déjà cher, une compagnie qui n'a pas non plus une performance financière qui est tellement intéressante là, en termes de résultats, si on parle juste des, J'allais te le dire, des hein, ça, revenus et exactement, les revenus et les profits, c'est pas jojo nécessairement. Par contre, je suis peut-être la personne de Silicon Valley qui croit que si on a une idée, un beau PowerPoint, ça va fonctionner. C'est un peu ça. Uber, ça fonctionne, ça tient la route pareil. Ils peuvent bien ne pas nécessairement avoir une rentabilité incroyable. Ça tient, ça fonctionne et ça continue à être quelque chose de requis. C'est une compagnie qui a une base d'investisseurs assez solide et qui a la capacité de pouvoir se financer sans trop de problèmes, à mon avis. Je ne vois pas vraiment de pointe de l'iceberg, si on peut dire, risqué pour Uber à l'avenir. Et surtout, justement, avec leur flexibilité qu'ils ont eue pour, justement, l'exemple Uber versus Lyft, ce qui s'est produit, là, c'est fascinant. Pour la même technologie, le même modèle, ils ont réussi à avaler l'autre compagnie, ils l'ont pas acquis, là, mais littéralement, Lyft est encore présent, mais ça ne fait plus grand-chose. Moi, je trouve ça assez intéressant qu'ils ont été en mesure non seulement de se battre face à une compagnie, de prendre le lead pour se battre au niveau des problèmes liés à tout ce qui était le volet législatif, mais en plus de développer d'autres segments au niveau de leur business. Chapeau. Donc, comme je dis, je ne suis pas investisseur, je n'ai pas un sou dans Uber. Par contre, c'est curieux de dire et je n'aurais pas pensé dire ça il y a un an et demi, mais je trouve que cette compagnie-là porte très bien. Maintenant, est-ce que la rentabilité de la suite des choses va évoluer? Est-ce qu'il va soudainement avoir une modification au niveau des lois du travail qui va faire en sorte qu'ils vont devoir avoir un payroll plus concret et que là, ça vient planter encore plus la rentabilité? Ça ne tient pas à grand-chose. Autant TSMC que Uber, c'est à une décision de faire un clash épouvantable sur sur la rentabilité de ce titre-là et sur la performance boursière. Mais je trouve qu'il y a quand même de l'upside intéressant malgré tout pour une compagnie de l'envergure d'Uber et de la je- capitalisation globale d'Uber. J'allais amener une thèse pour le coup très pessimiste, hein, pour le coup sur Uber. Pourquoi, tu vois, comme quoi des fois c'est ça qui est bien avec les séances de stock picking. Des fois, t'as clashé mon stock de fromage de la crème. Regarde, il est temps pour moi d'aller clasher, on va dire, ton stock de tech. Alors oui, en effet, j'accepte, on va dire, la thèse qui est de dire c'est les meilleurs effectivement. Oui, en effet, ils ont tué on va dire tous leurs adversaires pour une raison simple, bah, c'est eux qui ont le plus d'argent en fait. Donc c'est une game on va dire et ça je vous inviterai chers auditeurs à regarder une vidéo que j'ai vue il y a quelques semaines. En fait d'ailleurs d'une excellente chaîne d'ailleurs JP si tu connais pas je te la recommande très fortement qui s'appelle Modern NBA. Donc moderne MODERN espace MBA, donc Master of Business Administration. Et le type a fait une vidéo sur Uber qui s'appelle Why Uber Fails to Disrupt Transportation, qui m'a fasciné. Je l'ai écouté au complet, un 40 minutes, mais c'est très intéressant et t'explique effectivement pourquoi le modèle de Uber, en fait, à l'heure actuelle, et là je le précise pas, à l'heure actuelle, n'est pas rentable. Parce que en effet, oui, en effet, si tu payes effectivement toute une commission, etc. Et ben en fait, Uber vit essentiellement en fait de la commission en fait que tu vends parce qu'elle vend la bouffe évidemment plus cher et finalement à prime par rapport à ce que tu vas en fait quand tu vas directement prendre en take-out au restaurant. Parce que oublions pas que maintenant le cœur de métier de Uber c'est Uber Eats, hein. C'est là où vraiment c'est là où la thune se fait là. Au niveau du méthode transport, eh ben c'est pas un
c'est pas, comment dire, c'est pas là où l'argent se fait, on va dire. Et Modern NBA t'explique très bien effectivement que en fait, à chaque à chaque utilisateur, eh ben, ils ont même leur propre métrique pour dire combien d'argent ils perdent en fait à chaque kilomètre parcouru, tu vois. Et dans certaines villes, effectivement, comme quand ils se lancent sur des nouveaux marchés, eh ben, cette perte est très importante parce qu'en fait, ils essayent de gagner une part de marché et ensuite ils commencent à rentabiliser. C'est pour ça que il y a quelques années, les tarifs d'Uber étaient beaucoup plus attractifs que ceux du taxi et qu'aujourd'hui, bah, l'écart, bon, malgré que tu aies dit qu'effectivement, ce qui est bien, c'est qu'en effet, ton tarif n'est pas au compteur, hein, il est déjà prédit dès le début. Eh ben, les tarifs demeurent quand même de plus en plus similaires à ceux des taxis. Je le vois par exemple, regarde, moi je prends une expérience récente, quand je vous ai dit que j'étais parti en vacances en décembre, bah, j'ai pris Uber et un taxi, je crois un taxi au retour, puis un Uber à l'aller. Et ça m'a coûté strictement la même chose, tu vois. Et pourtant, c'était la même distance, mêmes heures, etc. Enfin, à peu près les mêmes heures. Même, je pense que c'était très tôt le matin à l'aller, puis très tard le soir au retour. Donc, t'as pas l'argument du trafic, etc. Et ben, ça m'a coûté une cinquantaine de dollars, tu vois, pour aller à l'aéroport. Ce que d'ailleurs, je trouve indécent, mais bon, ça c'est plus mon opinion personnelle. Enfin, je trouve ça très cher pour ce que c'est. Euh, mais ouais, en effet, tu vois, c'est une industrie, je pense que aussi qui a aujourd'hui, bah, effectivement, t'as plus le côté le business du taxi. En effet, ça c'est peut-être la force d'Uber, c'est que ça a complètement dérégulé évidemment l'industrie du taxi. Comme tu n'as plus le système de licence qui existait pendant très longtemps dans la plupart des grandes villes, qui te faisait que tu étais obligé d'avoir une plaque pour pouvoir ouvrir en fait ton propre taxi. Et ben maintenant, ce système-là n'existe plus dans la plupart des villes, ou soit le nombre de plaques a été complètement dérégulé. Donc, c'est-à-dire la plaque ne vaut quasiment rien, ou soit tu peux même l'obtenir pour pas grand-chose auprès de la ville, en fait, auprès du bureau des taxis. Donc, c'est plus une rente perpétuelle comme ça l'était avant. C'était pas comme un investissement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah maintenant, tu peux rentrer sur le marché du taxi pour peu de choses près. Et l'autre risque, effectivement, c'est le risque législatif. Tu as peut-être entendu parler des fameux Uber Files, très intéressant. D'ailleurs, peut-être autre vidéo que je pourrais. Je ne sais pas si je vais la mettre en description parce que c'est un peu niche, là, mais il y avait l'audition du type, de l'ancien type d'Uber, comment tu appelles ça, le lobbyiste en chef de Uber à l'Assemblée nationale qui s'est fait auditer il y a quelques mois. Et c'est très intéressant quand il explique toutes les techniques évidemment qu'utilisait Uber qui étaient illégales hein, en passant, pour effectivement rentrer sur le marché du taxi français en l'occurrence. C'est Monsieur McGann, je crois. Ce dernier t'explique effectivement que c'était vraiment des fripouilles et c'était même à très haut niveau. Eh ben, le CEO de l'époque, c'était Monsieur Travis Kalanick, je crois, eh ben, était très au courant que tout ce qu'il faisait était parfaitement illégal, tu vois. Donc, je trouve il y a un côté évidemment non éthique aussi. Je trouve qu'au niveau des affaires, qui est quand même à noter chez Uber. Quand j'étais plus jeune, je me disais bon, c'est vrai que c'est cher le taxi, mais en même temps, avec les années et le recul, je me dis aujourd'hui, bah c'est peut-être comment dire, c'est pas éthique, tu vois, le fait d'être rentré. Et là, je me pas, tu sais, je me pas, oh Gabriel, etc. Bah non, je fais pas mon pardon à Dieu là, pardon. Mais tu sais, c'est malheureux. Entendre les mots, genre, tu prends des décisions parce que c'est pas éthique, je me pince. Je peux pas croire que c'est toi qui dis ça présentement. Surtout que tu n'es pas prêt pour le prochain stock, hein, parce que Non, mais il va là, c'est bon. falloir enchaîner d'ailleurs, donc je te laisse y aller pour te donner Mais ça, parce que plus tu parles d'éthique et d'Uber, j'ai de la misère à alors, entendre. maintenant que j'ai fait ma Tu vas sortir un page, truc de Petra, genre, c'est sûr. maintenant que j'ai fait ma parenthèse éthique, ESG, etc. Tu vas dire Là, Aramco. on va à l'autre bout, à l'autre bout. En termes d'éthique, on n'est pas loin du pétrole. C'est quoi pour toi les secteurs les plus controversés? Moi, j'ai le pétrole, hein. Pétrole, Moi, c'est le pétrole. nucléaire, armement, gambling, alcool et évidemment l'industrie du tabac. Et j'ai décidé de prendre le leader en Amérique du Nord de tabac, c'est bien évidemment Altria Group, connu évidemment pour sa marque phare qui s'appelle Marlboro. D'ailleurs, donc, si vous voulez digiter le podcast, c'est maintenant. Spotify, si vous nous écoutez, c'est maintenant. Vous pouvez censurer. Donc, on ne va pas faire de bip là, mais bon, vous m'aurez compris. Pourquoi je vais
dans ce stock-là? Ben, tout simplement parce qu'il est pas cher et que ça rapporte un max de cash, cette industrie-là. C'est malheureux, mais honnêtement, j'ai pas trouvé, so far, dans le marché, une opportunité aussi intéressante que le groupe Altria. Alors oui, ils ont été très en difficulté. Je vais passer rapidement là, mais vous le savez, ils possédaient 35%, je crois, de Juul, qui était le fabricant de pods, là, donc de cigarettes électroniques absolument atroces, qui essayait de vendre ça à des enfants. Là, c'était absolument horrible comme business. Donc, en particulier en promouvant des parfums rigolos, donc où tu pouvais fumer des vapes à la mangue, etc. Évidemment, ça a été les États-Unis ont dit un stop complet là-dessus, et d'ailleurs Altria a s'est complètement barré de cette industrie-là. En fait, il y a quelques mois de ça. En fait, je crois que c'était au mois de février, donc c'est complètement fini tout ça. Donc là, pour le moment, Altria met un stop là-dessus, mais ils vont vers un autre segment qui est plus donc ce qu'ils appellent les heated tobacco. Supposément, c'est meilleur pour la santé. Alors, ils disaient la même chose sur Juul, finalement, il s'avérait que c'était faux, en fait. Donc, bon, leur idée, c'est quand même, ils sont assez intelligents, Altria, c'est qu'ils sont sur une espèce de rente perpétuelle, ils se disent, bon, aujourd'hui, on génère un chiffre d'affaires monstrueux, on génère des marges, je pense, qui sont quand même dans le top quartile dans le S&P 500, parce que c'est quand même un business monstrueusement rentable, hein, le tabac. Là, je pourrais te ressortir pendant que je parle, tu sais, les marges, hein, mais je regardais ça et on en parlait avec un collègue il y a quelques jours, je disais, mon Dieu, mais c'est monstrueux cette industrie-là, ça rapporte un business de fou. Alors donc, évidemment, en termes de chiffres, bon, là, tu vois, on était sur les 12 derniers mois, au mois de mars, revenus de 20 milliards de dollars, puis leur EBITDA, donc le BAYA, bénéfice avant intérêt, impôt, amortissement, 12 milliards. Donc, tu vois que c'est quasiment un business qui va marger à 55%. Donc, c'est monstrueux, évidemment, en termes de chiffres. Et le taux de dividende est d'environ 8%. Donc, pareil, c'est de la stabilité en ce moment. Et je me dis aujourd'hui, ben, malgré que aujourd'hui on commence à parler de plus en plus dans certains pays d'interdire le tabac, notamment bon, dans les pays dits communistes, l'Australie, ça c'est une blague, hein, c'est une blague évidemment. Et ben comment dire, et ben ils ont vraiment un plan de transition évidemment vers d'autres types de tabac et d'autres types de produits. Et c'est très intéressant de voir qu'effectivement, malgré qu'ils savent que peut-être leur business va progressivement s'éteindre, eh ben ils ont quand même des idées de comment transformer leur business. Notamment maintenant, ils ont dans de l'alcool, ils ont je te l'ai dit, dans les fameux heated tobacco, dans tout ce qui est les produits non nicotine, à base de nicotine, mais pas de tabac. Alors, même si évidemment le tabac c'est leur core business, c'est à peu près 80% de leurs ventes. Donc c'est intéressant de voir que quand même, malgré que les taxes représentent un montant subséquent, eh ben, ils ont continué à augmenter le prix moyen du paquet en fait de manière substantielle. Parce que c'est malheureux, mais les gens qui fument, ben, ils continuent à fumer. Et si je peux donner qu'un seul conseil, ne fumez jamais, parce que c'est une sacrée merde. Et moi, je suis très heureux de jamais avoir été fumeur, là, parce que je trouve que c'est une saloperie. Mais en attendant, en tant qu'investisseur, ben, moi, j'y vais de manière rationnelle. Et de manière rationnelle, moi, je veux allouer mon capital là où ça rapporte le plus. Et je pense que Altria, c'est un bon deal. J'ai rien à rajouter, en fait, de parler du volet éthique d'Uber. J'ai fait fi de ton dernier stock complètement. J'espère que les auditeurs vous avez écouté. Moi, personnellement, j'étais sur mute presque tout le long parce que j'ai de la misère à y croire. Mais bon, Ah, c'est ça conclut, monstrueux, hein. ça conclut l'épisode d'une manière assez intéressante et assez capitaliste. Donc on te salue, Gab. Tu t'es vraiment retourné complètement vers la droite. Donc Non, non, arrête, on se arrête. porte mieux pour closer l'épisode. Mais merci, Gab, comme d'habitude, pour ta Plaisir. participation à l'épisode. Merci tout le monde pour vos écoutes. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle séance de stock picking. Vous savez, c'est quelque chose qu'on va faire probablement dans quelques mois à nouveau. Là, donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur notre plateforme phare sur YouTube. Là, ça nous fait toujours plaisir de vous lire également, de voir d'autres titres qui vous intéressent un petit peu, que vous avez justement la volonté de faire de la recherche là-dessus. C'est toujours plaisant si vous les partagez. En même temps que vous y êtes, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche pour les notifications. Si vous voulez faire le même genre de commentaires, mais de manière plus privée, Gab met toujours dans la zone description l'adresse courriel. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à nous envoyer quelque chose par cette adresse-là. Et sinon, pour la majorité d'entre vous,
au niveau des plateformes audio comme Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. N'hésitez pas également aussi, si vous avez apprécié le contenu, à mettre des likes et à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup pour le référencement numérique. Et également, comme à l'habitude, surtout pour les stock picking, c'est le genre de truc, comme on l'a dit avec Gab, c'était même avant que le podcast existe, c'était le genre de truc qu'on parlait très, très ouvertement là, de titres. Donc, si c'est quelque chose que vous faites également, que certains de vos amis pourraient s'y intéresser, n'hésitez pas à partager cet épisode. Ça nous fait également extrêmement plaisir de voir le partage de type bouche à oreille. D'ici là, je vous souhaite tout le monde et je te souhaite, Gab, une très belle semaine. Salut tout le monde, bye bye.